Alors l'introduction de ce sujet est parfaite vu notre programme de dimanche autour de la diffusion de ce film avec des images inédites du 6 janvier parce qu'on va commencer par parler de la procédure judiciaire contre Donald Trump à Washington autour du 6 janvier. Jeudi, il y a donc 3 jours, jeudi, le procureur Smith a remis à la juge Chutkan un rapport de synthèse de 180 pages. Donc, pour résumer les éléments de son enquête sur les faits de Donald Trump autour du 6 janvier. Donc, pas que le 6 janvier, mais tous les efforts faits par Donald Trump pour rester illégalement au pouvoir et en fait faire un véritable déni de démocratie. Et donc, il a remis ce rapport-là accompagné d'une grande quantité, je vais vous expliquer pourquoi on sait que c'est une grande quantité de documents pour accompagner tout ça, et en disant que, pour résumer la chose, que maintenant c'était à la juge Chutkan de décider ce qu'elle pouvait rendre public ou pas, que lui, du côté, et ça c'est nouveau, et ça c'est extrêmement intéressant, qu'il ne s'opposait pas à ce que, après avoir fait quelques précautions d'usage, comme par exemple cacher les noms des témoins, en disant qu'à part celui de Mike Pence, qui a donc collaboré, c'est la confirmation, vous imaginez la chose, là on a Mike Pence qui a collaboré avec Jack Smith, que au-delà de ça, il ne voyait pas de problème, par exemple, que les noms des autres témoins soient enlevés de ce rapport avant de le rendre public, en expliquant que le plus important, c'était pas le nom de la personne, mais c'était ce que la personne disait, et que ce que la personne racontait, le public américain devait le savoir. Donc Smith, de son côté, en disant à la fin c'est la décision de la juge et on se pliera à cette décision, vient de donner, c'est énorme, son feu vert pour que les électeurs américains, quelque part en octobre, October Surprise, aient accès à ces informations-là. Et donc la balle aujourd'hui est dans le camp de la juge Chutkan. Et la juge Chutkan, vous la connaissez, c'est pas la juge Cannon, elle va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'elle a reçu ce document-là jeudi et elle a envoyé une information, une notice aux avocats de Donald Trump en leur disant « Ok, vous avez jusqu'au 1er octobre, mardi, nous sommes samedi, vous avez jusqu'au 1er octobre pour me signaler les parties que vous voulez couper dans ces 180 pages. » Je vous ai dit que pour les documents qui accompagnent, on sait qu'il y en a énormément parce qu'elle leur a donné jusqu'au 16 octobre pour faire la même chose sur les documents. Cette démarche-là, ce n'est pas une garantie, mais le fait qu'elle se retourne vers la campagne Trump en leur demandant « Ok, qu'est-ce que vous voulez censurer de votre côté ?» c'est que la juge Chutkan a l'intention, peut-être dès le 2 octobre, peut-être un petit peu plus tard, mais en octobre, elle a l'intention de sortir, de rendre public le rapport de Jack Smith, avec des parties censurées à l'intérieur, mais globalement, elle est prête à sortir ce qui, pour le coup, pourrait devenir ce que serait une surprise d'octobre majeure, c'est-à-dire que Donald Trump a tout fait jusqu'à la Cour suprême pour éviter d'être jugé à Washington, mais que ce délai est amené que 15 jours avant l'élection présidentielle, 15 jours, 3 semaines, parce qu'elle peut agir dès le 2 octobre, 15 jours, 3 semaines avant l'élection présidentielle, que les électeurs américains connaissent, découvrent l'amplitude des actes commis par Donald Trump. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Peut-être qu'en bout de course, elle va dire que finalement, il y a trop de choses à censurer et qu'elle ne veut pas les sortir. C'est une option. Mais le fait que Jack Smith, de son côté, ait dit « Si vous voulez le sortir,
nous, on respecte votre décision, et qu'il comprenait qu'il y avait un intérêt public, hein, c'est ce qu'il a écrit dans son dépôt de jeudi, qu'il y a un intérêt public de partager certaines informations, c'est extrêmement important. Et donc, évidemment, on va suivre ça. Et évidemment, du coup, arrive l'idée que ce document-là va devenir une surprise d'octobre, October Surprise, dans le cadre de cette élection. Et donc, avec Thomas et Cody, lorsqu'on réfléchissait à différents sujets qu'on avait envie de traiter, on s'est dit, bah tiens, ça fait un moment qu'on s'est dit, on a envie de vous parler de ce concept très américain du October Surprise. Savoir ce que signifie vraiment ce terme, depuis quand il existe, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une perception médiatique et qui part pas loin du côté de complots et en tout cas de théories de la conspiration, ou est-ce que c'est une réalité politique? Déjà, la surprise du mois d'octobre, pourquoi? Parce que, évidemment, octobre, c'est le mois avant l'élection. Et vous le savez, c'est ce que vous raconte, Jean-Marc à chaque fois qu'il vient. Une partie de l'opinion publique américaine forme son opinion sur un candidat dans les dernières semaines de l'élection. Même si cette réalité-là devient de plus en plus caduque du fait que les Américains commencent à voter de plus en plus tôt. Il y a déjà des Américains qui ont déjà voté pour novembre et donc il y a moins cette pression où l'élection se décidait le premier mardi de novembre. On en est moins là, mais ça reste quand même un facteur important. Et donc, je me suis dit, OK, ce terme d'October Surprise, il remonte à quand? Et depuis quand cette tradition de sortir des histoires qui sont soit des sales coups, mais en tout cas des histoires qui sont en mesure de faire chambouler l'opinion publique américaine, depuis quand ça existe? Le terme est lié à 1980. October Surprise, la première fois qu'il a été dit, pour ce qui est peut-être la plus importante et la plus folle d'October Surprise, je vais vous en parler un petit peu après, qui est évidemment l'élection entre Jimmy Carter et Ronald Reagan, remportée par Ronald Reagan, tout autour de la crise des otages américains à Téhéran. Et la première personne à avoir utilisé ce terme de October Surprise, c'est William Casey, qui était le conseiller en sécurité nationale de Ronald Reagan et qui est devenu ensuite son directeur de la CIA. D'accord? C'est lui, en pointant du doigt la campagne de Jimmy Carter, qui expliquait que c'était ce qui était en train de se préparer. Je vais vous raconter le contexte. Ce qui était en train de se préparer, c'était une surprise à octobre, October Surprise. Donc le terme, et uniquement le terme, arrive dans le jargon politique américain et médiatique en 1980. Mais dans la réalité, la première fois où il se passe quelque chose de particulier dans la campagne américaine dans les dernières semaines de la campagne américaine pour faire chambouler l'opinion, c'est en 1800. Donc on est face à une tradition électorale qui est très ancienne, donc 1800, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Tous les 4 ans, il n'y a pas une October Surprise. Donc pour la première fois, il y a des accusations qui sont menées, qui sont fausses sur un des candidats. Et on a le sentiment, c'est très dur d'avoir la data, mais on a le sentiment que ces déclarations ont fait basculer l'élection. En fait, pour avoir ce qu'on appelle une vraie October Surprise, il faut arriver à 1880.
1880, il y a un candidat républicain qui s'appelle Garfield, qui va être élu, mais élu de justesse parce qu'il est victime de cette première October Surprise. À l'époque, vous allez voir, l'histoire ne fait que se répéter, il y a une crise migratoire aux États-Unis. Il y a une crise migratoire. Nous sommes en 1880, pas en 1980, pas en 2024, en 1880. Et la crise migratoire à l'époque, c'est qu'il y a énormément d'ouvriers qui viennent de Chine, qui arrivent aux États-Unis, qui acceptent de travailler moins cher, qui sont utilisés par les compagnies américaines qui sont en train de construire le chemin de fer, qui est en train de rapprocher l'ouest de la côte est à la côte ouest. On fait venir énormément de main-d'œuvre chinoise, de telle sorte que les mouvements racistes naissent parce que les ouvriers américains, qui sont eux-mêmes des immigrés qui viennent d'Europe, d'Angleterre, d'Allemagne, de Pologne, etc., ils ont le sentiment que cette nouvelle vague migratoire vient leur voler leur boulot. Et dans ce contexte-là, en octobre 1880, il y a une lettre qui est fuitée à un quotidien américain, un quotidien de l'époque, où ce candidat, Garfield, écrit qu'il n'a absolument rien contre cette vague migratoire. Je résume, cette vague migratoire chinoise. À cause de cette lettre, il va perdre les grands électeurs de Californie. La côte ouest est c'est un des ports. On arrive par Seattle, on arrive par énormément de ports de la côte ouest. Donc, le premier endroit touché par cette vague migratoire, c'est la Californie. Et à cause des positions pro-chinoises de Garfield, il va perdre la Californie. Mais grâce à sa présence dans les États sur la côte Est, il va quand même réussir à être élu. Donc ça, c'est une vraie October Surprise et qui, pour le coup, est annonciatrice du pire parce que dans la réalité, la lettre de Garfield annonçant ses positions pro-chinoises, c'est un faux. Il n'a jamais écrit le courrier. Il a fallu attendre après pour que l'auteur de ce courrier soit arrêté et jugé et condamné, mais c'est un faux. Donc voilà, nous sommes en plein dans la politique américaine, 1880, première October Surprise de conséquences, où on se retrouve avec un faux. Et on se rend compte que ça devient du coup une tradition politique, voulue ou pas voulue. En 1912, par exemple, et j'en parle parce que ça tombe dans l'actualité, un des candidats au mois d'octobre, et c'est Teddy Roosevelt, il est victime d'une attaque. On lui tire dessus et s'il ne meurt pas, c'est qu'il a dans sa poche, c'est vrai, dans sa poche intérieure, il a ces 50 pages du discours qu'il va prononcer et les 50 pages du discours ralentissent la balle qui va venir le blesser, qui va se loger pas loin de ses poumons. Il y a ces radiographies qui sont devenues extrêmement célèbres. Il va sortir son discours taché complètement de sang et il va lire son discours, ces 50 pages, jusqu'à la fin, alors qu'il dit, je ne sais pas si vous avez... Il commence son discours comme ça, c'est un des moments vraiment importants de l'histoire politique américaine, en disant, je ne sais pas si vous vous êtes vraiment rendu compte, mais on vient de me tirer dessus. Et il fait son discours. Il va perdre l'élection. Donc je vous le dis parce que des fois on se dit, mais voilà, après Butler, Donald Trump, c'est certain, a gagné l'élection américaine parce qu'il a survécu à une tentative d'assassinat politique, que l'on condamne bien évidemment, mais en 1912, ça a été déjà le cas et ça n'a pas suffi à Teddy Roosevelt pour gagner. On va passer en 1956, parce qu'en 1956, c'est aussi le signe d'un monde qui change. On se rend compte que les éléments extérieurs, et je vous le dis tout à l'heure, on a vu passer un super chat par rapport à ce qui s'est passé au Liban avec le Hezbollah,
on se rend compte qu'il y a une deuxième catégorie de October Surprise. Il y a la première catégorie qui est donc des révélations, y compris complètement fausses, hein, comme en 1880, sur les personnalités qui sont en campagne, donc en gros des scandales. Et puis, à partir de 1956, lorsque Eisenhower est candidat à sa réélection, il aurait été certainement réélu, mais en octobre 1956, il y a 2 crises internationales, et d'un coup, on se rend compte que ces crises internationales ont des effets sur la politique intérieure américaine et sur l'élection. Donc en 1956, c'est les chars russes dans Prague, et c'est le conflit entre l'Égypte et Israël. Déjà Israël et l'Égypte. Et donc, ça permet de dire aux électeurs américains, on le voit dans les enquêtes d'opinion qui existent, d'un coup de se dire, on a besoin d'un homme fort à la présidence. On en a un déjà. On a quand même un général qui a préparé le débarquement du 6 juin. Donc, on va continuer avec lui. Et à partir de là, les politiques américains se rendent compte que la politique extérieure, la situation internationale peut avoir un impact sur la campagne. On arrive donc en 1968 où il va y avoir, pour la première fois, du côté des candidats, une volonté d'utiliser ces October Surprise pour déstabiliser la campagne ou pour permettre à son camp de gagner. 68, vous le savez, c'est Lyndon B. Johnson, LBJ, l'ancien vice-président de Kennedy. Hein, il est devenu président de 63 à 64 après la mort de Kennedy. En 64, il a été élu. Et en 68, il décide de ne pas être candidat. Nous sommes en pleine guerre du Vietnam et LBJ ne veut pas se représenter pour un deuxième mandat. Et donc, c'est un autre démocrate qui va se présenter, c'est Humphrey. Et face à Humphrey, c'est Nixon. Nixon, du côté républicain, a fait toute sa campagne sur le fait que son élection va permettre d'arrêter la guerre au Vietnam. C'est extrêmement important. À ce moment-là, les Américains sont déjà rentrés dans le bourbier du Vietnam. C'est l'âge d'or des journalistes de guerre. Et tous les jours, à l'heure du repas, lorsque à ce moment-là, il n'y a que 3 chaînes d'information, les informations sont sur ces jeunes Américains qui sont en train de mourir au Vietnam. Et donc, le 31 octobre, à moins d'une semaine de l'élection, LBJ annonce qu'il va suspendre, hein, c'est le poids de la présidence, qu'il va suspendre les bombardements sur le Vietnam du Nord. En gros, que c'est la première étape pour arrêter la guerre. Arrêter la guerre, c'est le thème de campagne de Nixon, et d'un coup, cette décision de LBJ va donner un boost à Humphreys. On est à une semaine de l'élection et d'un coup on se dit peut-être que finalement revoter pour un démocrate c'est pas vraiment un problème. Ils sont en train, il faut continuer cet effort parce qu'ils sont en train d'arrêter la guerre. Alors du côté de Nixon, évidemment, on est foudrage et on fait jouer ces réseaux. À ce moment-là, il y a des négociations de paix pour demander aux représentants du Vietnam du Sud de cesser ces négociations de paix, cesser de participer à ces conférences, il y en a entre autres à Paris, de cesser de participer à ces conférences et d'attendre la fin de l'élection et la victoire de Nixon pour relancer ces efforts de paix au Vietnam. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc la tentative de LBJ pour permettre à un démocrate d'être élu ne va pas fonctionner. Nixon est élu. Et Nixon va se souvenir de la leçon parce que 4 ans après, 2 semaines avant l'élection, il y a une conférence de presse d'urgence
qui est organisé à la Maison-Blanche, où Henry Kissinger vient parler, hein, qui est lui le responsable de la politique étrangère américaine, et il vient annoncer aux Américains, via les médias, mais il vient annoncer que la paix est à portée de main. Peace, it's at hand. Cette déclaration-là, alors que dans la réalité, il y a encore le conflit va encore se poursuivre pendant 2 ans, donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de paix à portée de main. Mais cette déclaration-là, elle va devenir extrêmement forte aux États-Unis. Pays en guerre, c'est le premier sujet, comme aujourd'hui est l'immigration et l'économie, c'est le premier sujet de préoccupation des électeurs. À l'époque, il n'y a pas vraiment de remise en question de la parole politique. On y croit tellement qu'au même moment, il y a un scandale majeur qui est en train de se passer, qui s'appelle le Watergate. Et résultat, cette déclaration de Kissinger en octobre 1972 permet d'effacer la crise du Watergate. On ne parle plus que de la fin de la guerre et comment on est à portée de main de la paix, comment on va y arriver. Et Nixon est réélu en 1972, bénéficiant de sa surprise d'octobre. On va arriver à 1980, la naissance officielle des October Surprise, Jimmy Carter, Ronald Reagan et l'Iran. Je vous en parle tout de suite après. Nous sommes donc arrivés en 1980, la campagne entre Jimmy Carter, président sortant, président démocrate, et Ronald Reagan, candidat de la Californie, candidat républicain, ancien acteur. Et donc, la première fois, l'utilisation de ce terme October Surprise qui est utilisé par le conseiller en termes de sécurité nationale, donc William Casey, qui va devenir ensuite le grand patron de la CIA. C'est important, vous allez voir, il est utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mémoire collective, 1980, la surprise d'octobre, c'est la libération retardée des otages américains qui sont donc retenus par le régime des ayatollahs en Iran. Libération qui aura lieu 5 minutes, pas 5 jours, pas 5 heures, 5 minutes après la fin du serment de Donald Trump, de Ronald Reagan, pour devenir donc le 20 janvier 1981. Il prête serment sur la Constitution et sur la Bible qu'il devient président. 5 minutes après, les otages sont libérés. Donc c'est souvent lié à ce terme-là, à cet épisode-là que je vais vous raconter. Mais la réalité, c'est qu'il est utilisé dans cette première partie de cette histoire. Le terme October Surprise est utilisé par les républicains pour dénoncer Jimmy Carter. Donc, la fin de la campagne de 1980, est marquée par la crise des otages. Et du côté de la campagne de Jimmy Carter, on a compris que si on veut gagner, si on veut faire basculer cette élection en faveur de Jimmy Carter, il faut absolument libérer les otages américains qui sont donc détenus à Téhéran. Ça devient la priorité numéro 1 du gouvernement américain, du gouvernement Jimmy Carter. Et donc là, les républicains montent au créneau en disant, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une October Surprise.
l'administration Carter va tout faire pour libérer les otages américains à 15 jours du scrutin, au début du mois d'octobre, pour faire basculer l'élection. C'est une honte, c'est October Surprise. C'est comme ça que le terme arrive sur notre inconscient médiatique, et sur le monde politique. Si c'est l'intention de Jimmy Carter et son administration a œuvré pour ça, c'est un échec parce qu'il ne réussit pas à faire libérer les otages américains. Il y a même une opération d'un commando américain qui se passe très 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 mal. En tout cas, il ne réussit pas. C'est un des reproches essentiels de l'électeur américain, le fait qu'il ne réussit pas à libérer ces otages-là. Il perd l'élection, Ronald Reagan est élu, et donc, comme je vous le dis, comme je vous l'ai raconté, 5 minutes après la prestation de serment de Ronald Reagan, les otages sont enfin libérés. Et là, on rentre dans la deuxième dimension de cette October Surprise, en se disant, mais en fait, et si c'était les républicains qui avaient fait exactement le contraire, c'est-à-dire que publiquement faire cette espèce de projection et attaquer les démocrates en expliquant vous êtes en train de manœuvrer à des termes politiques et que dans la réalité, c'était eux qui étaient en train de le faire. Il faut attendre 1992, 95, je ne me rappelle plus. On va voir justement le Congressional, la demande au niveau du Congrès. Voilà, on le voit là. C'est quelque chose qui date donc de 1991. Il faut attendre 1991 pour enfin savoir la vérité, ce qui s'est passé avec cet article et cette tentative au niveau du Congrès à ce qu'il y ait une enquête. Donc cet article extrêmement lent, extrêmement documenté, et puis une enquête faite après par une émission de télé qui s'appelle Dateline, qui a confirmé ces points-là, de Gary Sick. Gary Sick, c'était un des responsables en termes de sécurité nationale au niveau de l'administration Ford, donc républicaine, et qui est resté pour travailler sous l'administration Carter démocrate. Donc c'est pas un partisan, hein, c'est vraiment un fonctionnaire, et c'était le spécialiste de l'Iran sous Jimmy Carter, et c'est lui qui était en charge, entre autres, mais pas que, de la négociation de la libération des otages. Et donc il explique que il y a eu l'échec, et dès cette libération des otages, 5 minutes après la fin de prestation de serment de Ronald Reagan, il a commencé à entendre des rumeurs qu'en fait c'était les républicains qui avaient fait exactement le contraire, c'est qu'ils avaient négocié avec l'Iran pour ne pas libérer les otages, pour les garder le plus longtemps possible, pour empêcher Jimmy Carter de gagner. Et que donc il dit, évidemment, ces gens d'histoire qui circulent, je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cru quand on est venu me revoir une deuxième fois, une troisième fois, lorsqu'on en a parlé en 1988, etc. Et puis, il raconte les circonstances où il a commencé à faire cette contre-enquête sur le sujet en accédant non seulement à des documents, mais aussi à des interviews avec des personnes qui ont participé à ce deal. Et donc là, on rentre dans de l'October Surprise, mais les amis, de l'October Surprise à un niveau énorme. Et donc, Gary Sick raconte, étayé par des preuves, confirmé par le reportage fait par Dateline dans cette émission de news, que dans la réalité, William Casey, donc celui qui avait dénoncé les démocrates en disant « Attention, ils sont en train de nous faire une surprise du mois d'octobre », dans la réalité, hein, lui qui va devenir le patron de la CIA, menait des négociations via des intermédiaires, menait des négociations avec les autorités de Téhéran pour empêcher
la libération des otages, s'assurer que les otages soient libérés dès la prestation de serment de Ronald Reagan, et en échange d'armes. Et donc, Sikh détaille la totalité de ce deal, comment il s'est passé pour que, en fait, des citoyens américains soient restés encore plus longtemps en prison, du moins longtemps capturés, c'était à l'ambassade donc en Iran, parce que ça faisait l'intérêt politique de Ronald Reagan. Il y a eu une tentative en 1900, vous le voyez, en 1992 d'avoir une enquête du Congrès sur ce sujet-là, et elle a été étouffée. Il n'y a jamais eu d'enquête officielle sur ce sujet-là, donc c'est officiellement désormais une théorie de la conspiration, si vous voulez, parce que elle n'existe pas. Le complot, je ne suis pas complotiste, vous le savez, mais le complot est aussi une réalité de l'histoire, et donc c'est ce qui s'est passé en 1980. Il y a plein de détails. Je suis persuadé qu'un jour, lorsqu'on aura le temps, lorsque cette campagne sera terminée, on vous fera une émission dessus, parce qu'il y a des images complètement folle. Non, Isabella, on arrête avec les nouvelles émissions. En tout cas, pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà. 1981, l'octobre 1981 pour la libération, c'est la plus grande October Surprise. Et donc, on se rend compte que désormais, tous les 4 ans, c'est devenu une tradition de style de October Surprise, soit des révélations sur un secret de la vie personnelle du candidat, soit les questions internationales. Et évidemment, j'ai vu passer le message, évidemment, c'est quelque chose qu'on on en a traité plusieurs fois dans nos émissions ici. Il y a évidemment la relation entre Netanyahou et Trump qui est extrêmement troublante, avec la Maison-Blanche, avec Biden, qui me rappelle la situation de Jimmy Carter, qui fait tous les efforts possibles pour arriver, et pense à chaque fois arriver à ces solutions, et puis il n'y a pas de solution, et le conflit change de nature, augmente, et donc évidemment il y a des questions à poser à ce niveau, surtout que si on revient à la première partie de l'émission, là tout le sujet sur la frontière, la sécurité à la frontière, on se rend compte que Trump a fait passer ses intérêts politiques avant les intérêts du pays. Donc évidemment, c'est un sujet qui est de manière légitime en question. On verra ça. Donc on arrive, je vous dis, deux styles d'October Surprise. En 2000, par exemple, quelques jours, et pour vous montrer pourquoi je vous en parle de celle-là, parce qu'elle n'est pas majeure, elle n'a pas fonctionné, mais pour vous dire que l'époque est différente. En 2000, à quelques jours, donc à la fin du mois d'octobre, à quelques jours de l'élection présidentielle entre George W. Bush et Al Gore, cette élection qui va se terminer devant la Cour suprême avec la victoire de George Bush, il y a la révélation qu'en 1976, George Bush a été arrêté pour ivresse au volant. Et c'est majeur à l'époque. C'est majeur qu'un candidat, il y avait la question de savoir si, rappelez-vous, si Bill Clinton avait fumé de l'herbe ou pas, et s'il avait avalé ou pas la fumée. Et donc, en 2000, c'est la question de George Bush alcoolique au volant. C'est tellement une crise que George Bush est obligé de faire une conférence de presse dessus, admettre que c'est vrai, que c'était une période de sa vie, que c'était stupide et qu'il avait changé. Vous imaginez la chose avec aujourd'hui où nous en sommes. C'était il y a 24 ans. Il y a 24 ans, ça a failli coûter la victoire à George Bush, le fait qu'il a pris la voiture et a été arrêté avec un taux d'alcoolémie qui était trop fort. Quand on voit avec Donald Trump, ça, évidemment, ça fait réfléchir. Et justement, parce qu'on va quand même brancher cette émission
c'est bien d'avoir fait ce retour historique. On va s'approcher évidemment de 2016. Pour vous donner l'ampleur de ce que peut être une surprise du mois d'octobre, il y a 2004 aussi. 2004, c'est George Bush pour son deuxième mandat, George W. Bush contre John Kerry. La surprise d'octobre, c'est d'abord un article du New York Times qui révèle que 380 tonnes d'explosifs qui étaient dans une base américaine ou une base dans de l'explosif américain qui était dans une base irakienne. On est en plein dans ce contexte-là international, ont disparu et vont très certainement être utilisés par des terroristes. Donc c'est embarrassant pour George Bush, mais cet embarrassement va durer une journée. Une journée, pourquoi ? Parce que je crois que c'est le 30 octobre, donc il va durer 3-4 jours. Le 30 octobre, Al Jazeera publie une vidéo de Oussama Ben Laden, où non seulement il se moque des Américains et de Bush, mais surtout, pour la première fois, revendique le 11 septembre. Nous sommes en 2004, donc on est 3 ans après, il le revendique en vidéo. Et cette vidéo va faire que tout le reste de la campagne, la dernière semaine de la campagne, va remettre la question du terrorisme en avant. Et grâce à cette vidéo, George Bush fait un bond de 6 points dans les sondages. 6 points dans les sondages à 10 jours de l'élection, c'est extrêmement rare. Mais grâce à cette vidéo de Ben Laden, dont certains expliquent qu'elle a été enregistrée il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois avant ça, qu'elle a mis énormément de temps pour arriver à l'antenne. En tout cas, elle arrive à l'antenne le 30 octobre et elle fait basculer la campagne, américaine. Obama aussi a été victime de surprises d'octobre. Ça ne l'a pas empêché de gagner. En 2008, par exemple, 2008, le contexte, et c'est la première fois qu'on retrouve Donald Trump, c'est de remettre, on se rend compte qu'il se rapproche de ses chances de gagner. Donc, on remet en cause ça, c'est ce qu'on appelle le birthisme. On remet en cause l'endroit où il est né. On explique qu'il est sûrement musulman, etc., etc. Et dans ce contexte-là, il y a une fuite qui est publié par Associated Press. On est 1 semaine avant l'élection, 10 jours avant l'élection. C'est la révélation que sa tante, donc c'est ce qu'on appelle l'affaire Auntie-Obama, Tati Obama, que c'est sa demi-tante en fait, et une immigrée clandestine aux États-Unis, qu'elle vit de manière illégale à Boston depuis 4-5 ans. Et donc voilà, donc ça n'aura pas l'impact souhaité, mais c'est le genre de boule puante que l'on essaye de faire sortir sur un candidat. Et donc on arrive forcément en 2016, où pour le coup, c'est très certainement une surprise du mois d'octobre qui a fait basculer l'élection américaine, qui a permis la victoire de Donald Trump en 2016. Donc début octobre, pour faire tomber Donald Trump, c'est les 2 étages d'une fusée et simplement le premier va sortir, le deuxième, vous savez pourquoi il ne sortira jamais, c'est la révélation de la fameuse Hollywood Access Tape où donc il se vante de pouvoir embrasser des femmes et les attraper par leur partie génitale sans leur autorisation parce que c'est une star. Et la deuxième étape de cette fusée, ça devait être les révélations de Stormy Daniels. Mais vous le savez, il y a eu un procès, il vient d'être condamné. Nous sommes en 2024, c'était 2016. La manière dont il a tout fait pour étouffer cette vérité-là, pour pas que les électeurs américains connaissent cette October Surprise. Stormy Daniels, c'était une October Surprise. Et donc, il fait ça. Il est victime donc, de cette October Surprise-là, mais dans la réalité, tout ça est étouffé par le travail mené par Wikileaks, qui travaille pour Trump. Je vous ai déjà présenté
les DM entre Wikileaks et Eric Trump et Don Jr. Donc il y avait une coordination, en tout cas il y avait un intérêt commun au niveau des campagnes. Et la première chose que sort Wikileaks, avant de rentrer dans les emails d'Hillary Clinton, la première chose que Wikileaks va sortir et qui vont contrebalancer le Access Hollywood, ce sont les transcriptions de discours de Hillary Clinton, de conférences privées qu'elle a fait au devant de Wall Street. C'est un gros sujet à l'époque. Je vous rappelle qu'à l'époque, en 2016, jusqu'au bout, les primaires démocrates ont opposé Hillary Clinton à Bernie Sanders. L'aspect de Hillary Clinton proche de la finance américaine a toujours été un problème. Et l'idée, comment on sait que ces leaks ont été extrêmement efficaces, c'est que ces discours pro-Wall Street de Hillary Clinton ont incité certains démocrates pro-Bernie Sanders à ne pas aller voter du tout, à s'abstenir. Et c'était important, c'était toute la stratégie de Donald Trump. Il a la même stratégie à côté. Il sait qu'aujourd'hui, il sait qu'il a un plafond de voix maximum et que donc il ne peut pas terminer numéro 1. Et il a perdu d'ailleurs en 2016 au niveau du vote populaire. Mais par contre, ce qu'il doit faire, c'est décourager certaines catégories d'aller voter pour Hillary Clinton à l'époque ou Kamala Harris aujourd'hui pour gagner au niveau des grands électeurs. C'est ce qu'il a fait en 2016 et ça a fonctionné. Une partie des démocrates qui ont voté Bernie Sanders en 2016 ne sont pas allés voter pour Hillary Clinton parce que principalement cette surprise du mois d'octobre, et elle a été en plus, elle a pris une amplitude encore plus forte lorsque à la une du New York Times en 2016 on apprend que le FBI pourra ensuite, mais c'est trop tard, reconnaître quelques jours après que ce n'était pas nécessaire, vient de réouvrir une enquête sur les emails de Hillary Clinton. Et donc, c'est évidemment le thème principal de Donald Trump. Et donc, on a cette idée que face à Trump, il y a un candidat, une candidate qui est pourrie. Donc, les surprises du mois d'octobre 2016, pour le coup, les October Surprise, c'est là qu'on voit l'importance, ont fonctionné. Elles ont fonctionné. Pas contre Donald Trump, mais contre Hillary Clinton, elles ont fonctionné. Et on arrive donc en 2020, dernière élection. Il y en a eu en 2018, évidemment, pendant les campagnes intermédiaires 2010-2022. Mais en 2020, il y en a trois. Il y en a trois. Il y a le Covid qui est considéré, donc la Covid de Donald Trump, qui est considéré comme une October Surprise dans sa mise en scène, avec énormément de questions sur l'ampleur de sa contamination, le fait qu'il revient à la Maison-Blanche. Vous rappelez-vous, on avait le sentiment que c'était un film américain de superproduction, l'hélicoptère qui arrive sur la pelouse, lui qui descend, qui monte au balcon et qui arrache son masque, et donc qui projette encore une fois cette image de force que même un virus qu'on considère comme mortel ne puisse pas l'arrêter. C'est considéré comme une October Surprise d'une manière ou d'une autre, que c'est un événement qui est venu faire basculer la campagne. Il y a évidemment la tentative menée par Fox News, New York Post, c'est le même groupe, Murdoch, de mettre en avant l'ordinateur. C'est la première fois qu'on en parle. Voilà, de Hunter Biden. Donc c'est l'affaire Hunter Biden qui ne va pas imprimer à ce moment-là avec le public américain, parce que il y a d'autres préoccupations beaucoup plus graves que de savoir si dans l'ordinateur de Hunter Biden il y a des photos de lui avec des prostituées ou pas. Ça n'intéresse pas le public américain. On est encore une fois en plein Covid, crise au niveau de l'emploi, crise sanitaire, etc., etc. Mais c'est l'October Surprise de 2020. Donald Trump y travaille avec Giuliani. En fait, c'est la mission de Giuliani depuis des années. Ils ont été manipulés par les services secrets russes. Je vous ai fait une émission sur ce sujet-là. Et la dernière, et pour le coup, elle va être très efficace contre Donald Trump parce qu'elle va être utilisée en campagne, c'est la publication par le New York Times. Thomas, on a la photo dans ce que je t'ai envoyé moi, dans le New York Times, des déclarations d'impôts de Donald Trump.
Vous savez qu'il avait rompu avec la tradition en 2016 et en 2020 en ne rendant pas public ces déclarations d'impôts. Justement, le New York Times arrive à en accéder à certaines et on découvre différentes choses, qu'il a une dette minimum de 400 millions de dollars. Les chiffres vont être raffinés par Business Insider ou Forbes, je ne m'en rappelle plus. Ils vont avoir accès à d'autres documents pour démontrer qu'en 2020, Donald Trump a une dette de 1 milliard de dollars, une dette de 1 milliard de dollars, ce qui en fait une cible privilégiée d'influence étrangère en disant voilà, on compte sur votre générosité, votre collaboration et en échange, on rembourse votre dette, 1 milliard. Mais surtout, le thème qui va être utilisé dans des spots publicitaires par la campagne Biden, c'est que les déclarations d'impôts de Donald Trump révèlent qu'en 2016, il a payé 750 dollars comme impôt, 750 dollars, et qu'en 2017, donc alors qu'il était président des États-Unis, lui, le milliardaire, a payé une deuxième fois 750 dollars d'impôts. Voilà, pour l'année, 750 dollars. Et donc, évidemment, ces chiffres-là font scandale parce que tous les citoyens américains qui payent des impôts payent plus d'impôts que Donald Trump. Donc voilà, ça, c'était les surprises d'octobre de la dernière élection. Donc, ça nous amène à se demander en 2024 quelles vont être les surprises d'octobre. Par définition, ce sont des surprises. Donc, évidemment, on ne les connaît pas, mais on sait que donc il y a ces deux catégories. Il y a l'international et il y a la réputation du candidat. Évidemment, le dossier Jack Smith par lequel on a commencé tombe dans cette catégorie de réputation du candidat parce que ce sont les preuves que Donald Trump c'est une forme de traîtrise à la nation, qu'il a directement agi pour un coup d'État, donc ça peut en faire une, et on va évidemment on va regarder ce qui va se passer avec la situation au Moyen-Orient et la situation avec Israël, avec l'Iran, avec la Libye, avec la Palestine, les otages, etc., parce que c'est typiquement le potentiel pour une October Surprise au niveau international. Il y a évidemment l'Ukraine aussi qui pourrait rentrer dans cette catégorie-là, mais on le voit moins. Mais en tout cas, on va surveiller ça parce que c'est quelque chose qui doit venir de là. Parce que, comment vous dire ? Le côté dossier qui va venir, autant je peux voir comment le côté de le dossier Jack Smith peut avoir cet effet-là sur la campagne, sur la personnalité de Donald Trump. Autant aujourd'hui, il y a tellement eu entre parenthèses, de cadavres qui sont sortis des placards au pluriel de Donald Trump que je ne vois pas ce qui pourrait sortir. On va peut-être mettre en avant exactement, c'est qu'il y a déjà eu tellement de choses, le viol, les 34 chefs d'inculpation, que ça va être dur de rajouter sur ce côté-là. On va voir ce qu'ils vont sortir sur Kamala Harris. C'est certain qu'ils vont sortir des trucs. C'est certain qu'ils vont utiliser, on l'a déjà vu ces derniers mois, je vous ai raconté plusieurs histoires où on voit que X a été la source numéro 1 pour propager toutes ces fake news. Et donc, X sera la source numéro 1 pour propager la prochaine surprise du mois d'octobre. On est le 28 septembre. On y arrive. Accrochez-vous. Allez, à tout de suite.